force centripète. Bonjour, donc on parle aujourd'hui de mouvement circulaire et plus particulièrement de force centripète ou d'accélération centripète qui va nous aider à nous maintenir sur une orbite circulaire. Un cercle, qu'est-ce que c'est? Un cercle, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à la même distance d'un point central, donc qui pourrait être ici un pivot. Et j'ai une masse donc qui garde la même distance. Pourquoi? Parce qu'elle est fixée par une tige rigide. Donc là, cette tige-là tourne comme ça et la masse doit suivre. Donc elle décrit un mouvement circulaire. On pourrait toujours regarder à deux temps ce qui se passe. Donc j'ai une première position. Donc, ma masse est ici, et après un certain temps, la masse occupe une position un peu plus loin, encore sur un cercle, et l'angle entre les deux, donc la variation de l'angle, c'est le chemin que j'ai parcouru, en fait, la distance angulaire que j'ai parcourue. On définit la vitesse angulaire, que je vais noter ici par oméga, par la variation de cet angle en fonction du temps. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré dans le passé. Donc, ça revient à dire, en fait, cette équation-là, je peux la réécrire sous cette forme-là. Donc, l'angle en fonction du temps, c'est l'angle initial plus le taux de variation, donc ma vitesse angulaire fois le temps. Donc, c'est cette forme-là. Maintenant, il y a une relation entre l'arc de cercle qui est décrit et l'angle. Et ça, lorsqu'on l'écrit en radian, ça sort automatiquement. Donc, le R fois cette variation d'angle est égale à l'arc de cercle. Je pourrais trouver la même chose en utilisant la définition des degrés. Là, c'est fait juste plus long pour rien. Donc, j'ai cette relation-là. Et donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est que si je divise ça par delta t, à ce moment-là, je me rends compte que ici, mon R delta t sur delta θ sur delta t devient oméga. Donc, j'ai R oméga qui est égal à delta R sur delta t, c'est rien d'autre que la vitesse. Donc, il y a une relation entre cette vitesse angulaire et la vitesse cartésienne, là, qui est V ici, delta R sur delta t. Donc, j'ai cette relation-là qui est importante, qui va nous servir plus tard. Donc, ce qui est important de constater, c'est que, comme j'ai un mouvement circulaire, il ne peut pas y avoir de vitesse radiale. Okay? C'est-à-dire que la tige ici fixe la distance. Donc, la vitesse, il n'y a pas de vitesse dans ce sens-là. Par contre, je peux avoir une vitesse dans la direction perpendiculaire, c'est-à-dire de manière tangente au cercle. Donc, quand ma masse commence ici, elle s'en va là-bas parce que la vitesse, essentiellement, elle est perpendiculaire au vecteur position. Donc là, ici, j'ai deux vitesses, ma vitesse initiale et j'ai une vitesse après un certain temps. Je peux déplacer ces deux vecteurs-là, je les ramène ici et donc je les mets, je joins leur point de départ, ce qui me permet de tracer la différence et la différence de vitesse, c'est mon delta V qui est ici. Bon, ça donne que le truc que j'ai utilisé pour trouver delta R, je peux l'utiliser aussi. Donc ici, si je tiens compte là, que pour des petits angles, l'arc de cercle, c'est la même chose que ce vecteur delta V. Je sais que ici, la norme n'a pas changé de mes vecteurs, c'est toujours V. Donc, je pourrais utiliser à ce moment-là, ça ici, delta V est égal à V delta θ. Okay? Donc, c'est exactement la même chose qu'on utilisait pour trouver R delta θ est égal à delta R. Donc, et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que si mon angle est petit, donc si je rapproche ça ici, donc ma boule, elle se rapproche, donc autant, là, si j'ai une variation de temps qui est presque zéro, à ce moment-là, le vecteur reste, les deux vecteurs sont presque parallèles, de sorte que le delta V, lui, il est dirigé vers le centre. Donc, si j'ai un petit delta t, donc l'accélération, autrement dit, instantanée, la variation de la vitesse, c'est relié à l'accélération. Donc, l'accélération instantanée va être dirigée vers le centre. Donc, j'ai une force qui sera dirigée vers le centre. Ce sera ma force centripète. Donc, j'ai trouvé delta V est égal à V delta θ. Je divise par le temps. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que delta V sur delta t est égal à V delta θ sur delta t. Delta θ sur delta t, je viens de dire que c'est oméga. Et delta V sur t,
c'est notre accélération. On trouve donc que l'accélération qui nous permet de garder un mouvement circulaire, elle est égale au produit de la vitesse fois la vitesse angulaire. Et ça donne qu'en substituant ici, par exemple, si je substitue mon V par R oméga, ben j'ai que cette accélération centripète, elle est égale à R oméga carré, ou je pourrais à la place isoler mon oméga, et à ce moment-là, je trouverais que l'accélération, ben, c'est le V2 sur R. Donc ces deux formes-là sont l'expression de l'accélération centripète qui permet de maintenir l'objet en place sur un mouvement circulaire. Bon, on va faire un petit exemple. J'ai ici deux amis qui vont tourner sur un genre de tourniquet. Et puis, on se pose la question, lequel des deux qui est le plus accéléré? Bon, ben, c'est le singe qui est le plus accéléré parce qu'il est celui qui est le plus loin du centre de rotation. Donc ça, on le voit, par exemple, si on utilise cette formule-là. Donc, plus on est loin, plus, pour une même fréquence angulaire, plus l'accélération va être grande. Donc, oui, le singe est plus loin. Donc, si on faisait le calcul, on pourrait dire dans une situation comme là, on pourrait dire que le tourniquet fait un tour en 2 secondes. Donc, quelle serait l'accélération de chacun? Donc là, il faut trouver maintenant un tour par 2 secondes. Ben, c'est 0,5 tours par seconde. Ça, c'est la fréquence. Pour obtenir la fréquence angulaire, on doit multiplier par 2π, 2π radians. Donc, à la fin, on trouve 3,1 radians par seconde. Donc, si on réinjecte cette valeur-là dans les données, donc dans cette formule-là, pour notre chat, donc qui est situé à 2 mètres, ben on multiplie par 2 mètres, c'est 2 mètres fois cette fréquence-là au carré, on obtient 6,3 mètres par seconde. Donc ça, c'est l'accélération qui est dirigée vers le centre. Alors que si on regarde le singe, ben c'est le même calcul, mais avec 4,3 mètres au lieu de 2 mètres, et ça donne environ 14 mètres par seconde. On peut prendre un deuxième exemple. On pourrait utiliser la troisième loi de Kepler. Donc, si vous vous souvenez, la troisième loi de Kepler dit que le demi-grand axe au cube sur la période au carré est égal à une constante. Si, là, on va se limiter, par exemple, à un mouvement circulaire. Donc, ce n'est pas vraiment un mouvement... En fait, c'est un cas limite d'une orbite elliptique, là, quand il est circulaire. Le calcul se fait aussi, mais c'est plus compliqué lorsqu'on considère un vrai ellipse. Mais on va faire l'essai on va essayer de le calculer cette fois en considérant que c'est un cercle. Donc à ce moment-là, notre demi-grand axe A devient le rayon R. Donc si j'ai un R dans ma formule, ben, c'est équivalent ici à mon A3. À mon A, je veux dire. Donc on rappelle aussi que pour un mouvement périodique, donc quand on a un mouvement qui tourne, on a que oméga, donc ma vitesse angulaire, c'est égal à 2π sur la période. Donc, on l'a vu de certaines façons. On a vu notamment que oméga, c'est égal à 2πf, la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, on voit qu'on retombe sur nos pieds. Là. Donc, on a cette relation-là. Donc, dans le cas qui nous intéresse, on a une planète qui tourne autour du Soleil. Donc, c'est la force centripète qui va permettre de garder la planète en orbite. Mais cette force centripète-là, elle est fournie par la gravitation. Donc, la loi de la gravitation, on se rappelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la constante universelle G fois le produit des masses divisé par la distance entre les deux. Donc, mon rayon, si je veux. Donc, ça, c'est égal à ma force centripète. Donc, je peux les écrire comme ça. Et si je le fais, ben, vous voyez que les masses ici se simplifient et je peux envoyer mon R2 de ce côté-là. J'arrive à R3 oméga 2 qui est égal à G fois grand M, la masse du Soleil. Mais je peux remplacer ici mon oméga par 2π sur T. Donc, j'arrive à R3, entre parenthèses, 2π sur T à la 2. Et puis, à ce moment-là, ben, je peux substituer, ben, je peux aller plus loin. Puis, à ce moment-là, j'arrive à R3 sur T2, qui est égal à 1 sur
4π carré GM. Et donc ça, c'est l'équivalent de mon A, comme je l'ai dit tantôt. J'ai ma période, et ça, c'est égal de l'autre côté une constante. Pi, c'est une constante, G, c'est une constante, M, la masse, c'est une constante. Donc, on est retombé sur la loi de Kepler, en tout cas, un cas particulier. Je vais essayer de mettre aussi en garde contre ce qu'on appelle la force centrifuge. Donc, on parle souvent de force centrifuge. En fait, la force qui est réelle, c'est notre force centripète. C'est la force qui nous sert à maintenir un mouvement circulaire. Ça, c'est la force centripète. S'il n'y avait pas la force centripète, ben, nos objets qui tournent, ils ne tourneraient plus, là, ils continueraient leur chemin, c'est-à-dire, par la loi de l'inertie, ils continueraient à la même vitesse dans une direction donnée. Donc, par exemple, ici, si je fais tourner ici, ben, mon singe, au lieu de continuer son mouvement circulaire, ben, il s'est déplacé vers la droite, il a été propulsé, il n'a pas été capable de se maintenir dans son mouvement circulaire. Donc, quand nous, on est en mouvement circulaire, par exemple, le chat peut sentir, lui, que s'il ne faisait pas l'effort de se tenir en place, ben, il ferait comme le singe, il serait comme expulsé du cercle. Donc, d'une certaine façon, quand le chat est dans ce référentiel-là qui tourne, ben, il a l'impression qu'il subit une force vers l'extérieur, qu'il pousse vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Mais en fait, c'est un artifice, c'est ce qu'on appelle une force fictive. La force réelle, c'est la force qui maintient en place le mouvement circulaire, alors que la force centrifuge, ben, c'est juste un artifice qui en fait vient du fait de la loi de l'inertie, que les objets veulent poursuivre leur mouvement linéaire à vitesse constante, à moins qu'une force qui agisse sur eux. Donc, en résumé, la force centripète, c'est celle qui maintient un objet en mouvement circulaire. Elle est dirigée vers le centre de rotation et sa grandeur est donnée par ces deux formules-là. Donc, dépendamment des conditions, on va utiliser une ou l'autre. Donc, l'accélération, c'est le rayon fois la vitesse angulaire au carré, ou l'accélération, c'est la vitesse linéaire au carré divisée par le rayon, parce qu'il y a un lien, on se souvient, entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Et finalement, ben, la force centrifuge est une force fictive égale à la force centripète, mais dirigée en sens opposé.